Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut William, comment Sam. tu vas ? Ça va et toi ? C'est un plaisir de t'accueillir ici. Merci de me recevoir. Passer de Novancia, des bancs de l'école à maintenant, là je suis en train de t'interviewer. C'est vraiment un kiff. On s'est connus il y a combien de temps maintenant ? C'était 2014. 2014. Ça va faire 9 ans. C'est ça. Et le temps il passe à une Tu vitesse. sais que maintenant on parle en décennies. C'est nouveau ça. En tout cas, ça fait plaisir. Du coup, parce que moi je te connais, le public qui ne te connaît pas encore, William Bellet, tu es le cofondateur, CEO de Bolero Music. Ça fait 2 ans et demi que tu as lancé ce projet. Parle-moi de Bolero Music. Dis-moi un peu avec ce que plaisir. c'est. Avec plaisir. Écoute, Bolero, c'est assez simple. C'est une boîte, c'est une entreprise que j'ai cofondée en février 2021, donc ça fait plus de 2 ans maintenant, qui a une mission assez simple, c'est de créer un nouveau revenu récurrent et durable pour les artistes et les producteurs, tout en proposant une nouvelle expérience aux fans de musique. Ok. Plus affinité d'ailleurs, il n'y a pas que les fans de musique, il y a aussi les auditeurs qui utilisent les plateformes de streaming au quotidien. Donc voilà, ça c'est notre mission. Pour parvenir à réaliser cette mission, ce qu'on a imaginé, c'est se servir de la blockchain du Web3 pour créer une nouvelle catégorie d'actifs, donc des actifs digitaux, que les utilisateurs vont pouvoir venir acheter et revendre sur notre plateforme. Donc, en quoi consistent ces actifs digitaux ? Eh bien, ce sont tout simplement des tokens qui existent sur des protocoles blockchain et qui renferment des parts de propriété intellectuelle de morceaux. Ok. Donc, pour la faire très simple, lorsque vous créez une entreprise, vous créez des statuts et chaque partie prenante va récupérer des parts. Lorsque un artiste va au studio avec un producteur, des auteurs-compositeurs, ça fonctionne un peu de la même manière. Ouais. Chacun va récupérer des points. Et en fait, ce point-là, cet IP, on va l'appeler le master. Donc nous, ce qu'on fait, c'est sur la plateforme, n'importe qui peut créer son propre label. Donc c'est comme si tu étais label manager et que tu devais donner vie, tu dois donner vie à un catalogue musical. Et donc tu vas pouvoir aller acheter des parts de morceaux de tes artistes préférés. Okay. Et là, il y a 2 vertus là-dedans. La première vertu, c'est que évidemment, tu vas toucher une part de revenu proportionnelle à la part que tu détiens. Ce revenu, il est généré par plusieurs sources. La première source, c'est le streaming évidemment, mais il y a aussi les téléchargements. Mais le streaming où ? Streaming sur les plateformes. Ok, très bien. Il y a les téléchargements, les ventes physiques, donc par exemple vente de vinyle, et il y a ce qu'on appelle la synchro. La synchro, en gros, c'est la musique à l'image. Donc c'est lorsque un morceau est placé dans un film, une série ou une pub. Ok, top. Donc voilà, tu achètes des parts de morceaux en fonction de ce qui te fait vibrer ou selon le potentiel que tu vois dedans. Et tu donnes vie à ton catalogue. Et puis, ce qui est sympa, et c'était un peu notre approche, tu vois, dès le début, on s'est dit, la musique est profondément sociale. Donc il faut être capable de retranscrire ça dans la plateforme. Et donc, pour faire ça, on a créé toute une user journey où en fait, chaque profil est public. Tu peux aller follow d'autres utilisateurs et on va essayer de créer un nouveau phénomène d'influence autour de ça où en fait les gens peuvent faire valoir leur flair musical. Ok. Voilà. Donc c'est un peu la big picture de. Ouais, je vois. Mais en tout cas, il y a plusieurs trucs. Si je remets en place déjà, pour commencer, vous avez, si j'ai bien compris déjà, vous avez disrupté un peu le truc où je peux créer mon label facilement, m'improviser un peu le directeur de label en choisissant des artistes sur la plateforme, en allant cherchant en disant ah ouais, cet artiste, je sens qu'il va péter. Est-ce que c'est sur l'artiste que je parie ou est-ce que c'est sur sa musique que je parie ? Alors on a eu une première approche où on n'aime pas le mot parier, ça, je te ouais, le dis cash. Okay. Parce que on n'est pas une plateforme de paris. Totalement. Par contre, effectivement, tu peux soutenir et croire très fort à un potentiel qui ne s'est pas encore révélé. Totalement. Donc ça, ok, fair enough. Ouais. Au début, notre première approche, c'était d'investir dans les carrières d'artistes. Donc en fait, l'actif dans lequel tu investissais, c'était celui de la carrière. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça a beaucoup plus de sens et c'est beaucoup plus facile à comprendre pour tout le monde, le fait d'investir dans des morceaux. Ouais. Parce qu'en fait, détenir un bout de ce que tu écoutes tous les jours, quand tu fais du sport, quand tu vas au taf, quand tu prends les transports, dans ta voiture, peu importe, ça crée un truc spécial. Ouais, il y a une ça connexion. Parle, voilà. Déjà, la musique, elle a cet aspect. Il y a un artiste que j'aime bien qui faisait une analyse en disant ouais, mais
la musique, c'est le seul truc qu'on peut pas voir, mais qu'on peut seulement sentir. Ouais, C'est que une émotion. exactement. C'est que par émotion. Et c'est tellement profond. Du Ouais. coup, je me dis, dans le Web3, forcément, on est allé y arriver avec la musique. Bah, nous, on a essayé de mettre un mot là-dessus, tu vois, et c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué par le passé, mais on aime bien le remarteler. On a appelé ça le retour sur émotion. Ok, bon, vas-y, explique-nous. Bah, Ça en fait, m'intéresse. c'est tout simple. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que quand tu achètes des actifs digitaux musicaux, donc quand tu achètes des parts de morceaux, tu as deux démarches. Tu as une démarche forcément qui est celle de l'investissement musical. J'investis dans la musique, c'est une nouvelle catégorie d'actifs à part entière. Mhm. Donc tu vas aller chercher du rendement qui va dépendre de la performance du morceau. Mais il y a aussi une part d'attachement émotionnel. Et en fait, un morceau qui t'a fait vibrer, ou une chanson qui t'a beaucoup aidé à traverser une période peut-être un peu compliquée, Mhm. ou la chanson que tu mets toujours à 1h du mat avec tes potes quand tu fais la fête, ce genre de choses, en fait, tu as des souvenirs qui sont rattachés à la musique, et donc ça te procure des émotions. Ok, c'est un nouveau type d'investissement. C'est-à-dire, on pourrait même. Allez, on va aller loin. On a créé une nouvelle classe d'actifs. Maintenant, on fait un actif sur l'émotion. C'est-à-dire, Ouais, tu peux le voir comme ça. Pourquoi j'investis sur de l'émotion. pas. Pourquoi C'est pas. beau, je kiffe. Et surtout, la plateforme, là je suis dessus, il y a Yuriki, Solalune, Ben PLG, qu'on a Ouais. vu notamment dans Nouvelle École. Ouais. sur Netflix, Maes, Silo. Comment tu fais pour avoir de si bons... Après, il y a aussi Riles quand même, on va pas oublier. Tout ça. Comment tu as fait pour Comment y on arriver fait dedans? C'est déjà une bonne line-up. Si on devait faire un concert de ces personnes, Ouais, je pense que ouais, c'est une ouais. line-up terrible. Ah, tu peux faire un bon festival, je Ouais, pense. ouais. Non, c'est clair. Écoute, bon, déjà, premier point, on n'est pas là depuis hier. Enfin, ça fait quand même plus de 2 ans, comme je te disais, qu'on travaille sur le projet. À l'origine, la jeunesse de Bolero, c'est Arthur, qui est mon cofondateur et CTO, Mhm. et moi-même. On s'est rencontrés au Wagon. Donc, c'est une formation où tu apprends en accéléré à coder. Donc, c'est les bases du développement web. Ouais, ouais. On a fait ça pendant 9 semaines. Et moi, j'avais déjà l'idée de Bolero en tête. Et à la sortie de cette formation, Arthur était bien motivé à l'idée de donner vie à cette idée avec moi. Et on a travaillé tout simplement pendant 3 mois. Mais à l'origine, moi, à part quelques potes que j'avais dans l'industrie musicale sur la scène rap et la scène électro, évidemment, j'étais pas plugué du tout au Maes, Ben PLG de ce monde. Ouais, ouais. Donc, j'ai fait ce que je recommande à tout entrepreneur. Quand tu as une idée, tu as une hypothèse. Nous, notre hypothèse de base, c'était les gens pourraient être intéressés à l'idée d'investir dans la musique Ok. et avoir un stake dans la carrière d'un artiste. C'était ça Ok. notre hypothèse. Après, on Ouais. savait pas quelle était la meilleure manière de l'exécuter, mais c'était notre idée, notre hypothèse. Mhm. En fait, on a fait plein de tests, et moi, je me suis retrouvé à envoyer, mais je sais pas, j'ai dû envoyer 400 DM, 400 DM sur Hustler life. Insta, Hustler au life pur et manager, dur. au label, truc. Voilà, je suis en train de créer ça, est-ce que ça te chauffe de tester? Autant te dire que j'avais un taux de réponse aux alentours de 5-6%. Ouais, Néanmoins, les 5-6% sympas qui m'ont répondu, Ok. en fait, ça m'a permis d'avoir un petit roster de 40 artistes en développement. Ok. Donc, c'était des petits, mais Ouais. qui commençaient leur carrière et qui le faisaient de manière très bien d'ailleurs. Ok. Ils ont rejoint la bêta de la plateforme. Et c'est comme ça qu'on a pu itérer sur le produit, notre proposition de valeur, qu'est-ce qui plaît le plus aux gens. On a vu l'attraction et donc voilà, donc petit à petit, on a réussi à avoir quelques petits noms. Et puis, en fait, sur la base de l'attraction, sur la base des premiers mois de la boîte, Ouais. qui se sont plutôt bien passés, donc on a pu valider nos hypothèses, c'était au printemps 2021. Ouais. Je me suis servi de cette traction pour essayer de lever des fonds. Mhm. Et on a réussi à faire notre première levée de fonds en juillet 2021. Ouais. On a levé 600 000 en equity. Ouais, je me rappelle, on s'était vu juste après ça. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et là, effectivement, une fois que tu as du budget, là Ouais. pour le coup, tu rencontres et tu attires des gens qui viennent de l'industrie et qui ont bien plus de réseau que toi. Ouais. Et depuis, on a une équipe musique avec des gens qui travaillaient en label, des anciens managers d'artistes qui ont vu les problèmes de l'intérieur et qui Mhm. ont été séduits par notre proposition de valeur et qui se sont dit, ok, on va aller résoudre ces problèmes de l'extérieur avec Bolero. Je vois. Là, actuellement, si je regarde un peu, en tout cas à première vue, Mhm. on peut se dire le catalogue, il est très rap. Ouais. Très rap, Rap, hip-hop, rap R&B. hip-hop, R&B, ok. C'est les 3 genres musicaux Ok. majeurs pour le moment sur la plateforme. Du coup, sur la plateforme, mais pourquoi? Est-ce que c'est les 3 genres musicaux aussi majeurs sur dans l'industrie française ou c'est quoi? Pourquoi c'est les 3 industries? Pourquoi cela en premier? Alors, c'est évidemment pas les genres majeurs en termes de volume. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue commercial, Ouais. tout le monde le sait, le rap, le hip-hop, le R&B, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Ok. Et aussi, ce qui se passe, c'est que c'est un genre musical qui comporte des artistes et des producteurs qui sont plus à l'aise avec la prise de risque. Parce qu'en fait, en réalité,
quand tu découvres Bolero, on n'est pas établi. Ouais, On est une boîte qui a tout approuvé. tout à fait. Ouais. Donc si tu te lances avec Bolero, il y a une petite part de prise de risque. Alors aujourd'hui, on a fait nos preuves, donc voilà, on n'a plus trop besoin d'appeler ça de la prise de risque, mais à l'origine, c'était ça. Et donc, les gens qui sont les plus à même à prendre des risques, ce sont les gens qui, en général, génèrent le plus de chiffres. Ouais. Ok. Voilà. C'est tout simplement pour ça. Après, on est plutôt genre agnostique, donc notre but, c'est au contraire d'adresser tous les genres de manière horizontale. Ok. Et tu vois, là, on parle beaucoup d'artistes, mais nous, notre customer, c'est le fan de musique, c'est l'investisseur. Donc en fait, tous les choix qu'on fait, tous les ajouts dans le catalogue, toutes les fonctionnalités qu'on développe, elles sont faites pour le fan de musique, pour l'investisseur qui est devenu partenaire sur Bolero. Je vois. Et du coup, il y a quand même un petit point, parce que j'en parlais avec des amis artistes, Ouais. qui, je leur disais, ouais, je vais faire ça. Ils font, ah ouais, super intéressant, parler de Web3, de musique, ça m'intéresse, j'ai trop envie de voir ce que ça va donner. Du coup, il y a quand même une question qui est revenue, mais c'est, déjà de 1, on le sait tous, les artistes, c'est pas les meilleurs niveau business. C'est toujours pour ça qu'ils ont des équipes, qu'ils ont des gens autour. De nos jours, ça commence à changer énormément. De nos jours, il y a des artistes, ils proposent des projets. Par exemple, il y a des personnes comme Freeze qui font des choses en indé et qui font... Peut-être de plus en plus d'artistes indés. Qui créent des choses incroyables. Et tu as des petits jeunes, en fait, qui en fait, ils hackent juste la manière de faire et qui te créent des projets, qui te créent des univers qui sont incroyables. Mais, en règle générale, les artistes, c'est plus celui qui va se concentrer sur l'émotion qu'il va transmettre, pas forcément celui qui va se concentrer tout de suite sur combien d'argent va rentrer et comment ça va faire. Du coup, là, on est beaucoup sur une partie très financière ou comment tu essaies de rallier tous ces deux mondes? Parce qu'au final, tu as parlé d'investir sur de l'émotion. Comment tu fais pour rallier ces deux mondes? En fait, bon, évidemment, j'ai pas la même lecture de la proposition de valeur pour un artiste ou pour un fan. Ok. Donc déjà, l'artiste, moi, ce que je vais faire, c'est... déjà, on va parler avec les gens qui gèrent son business. En réalité, la moitié du temps, on parle très peu avec l'artiste. On va plutôt parler avec cette classe de métier qui est assez incroyable, c'est-à-dire les managers. Ouais. En fait, c'est des gens assez formidables qui se plient en quatre pour gérer les carrières de leurs artistes. Et ce sont ces gens-là avec qui on échange. On va échanger aussi avec certains corps de métier qui travaillent en label. Alors pourquoi est-ce qu'on échange avec eux? Tout simplement parce que eux, leur rôle, c'est de s'assurer que la carrière de l'artiste qu'ils managent se développe. Totalement. Et nous, aujourd'hui, on a un levier supplémentaire pour développer cette carrière. Pourquoi? Tout simplement parce que, on crée un nouveau revenu qui n'existait pas avant. Ok. Aujourd'hui, on a des artistes qui gagnent plus d'argent avec Bolero qu'avec le streaming sur un an. Ok, nice. Et ça, c'est On parle de combien? Tu as le droit un peu de dire des chiffres ou ça doit rester secret? Évidemment non, parce que je respecte la confidentialité, mais après ce que je Mais peux te dire, pas c'est que l'artiste forcément, mais peut-être dire une fourchette. en termes de multiples, sur un artiste émergent, Ouais. t'en as qui gagnent 4 fois plus sur Bolero 4 fois plus sur... Ok, par an. très bien. C'est parfait. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc c'est un revenu qui est pas négligeable. Bah, C'est une liquidité qui va pouvoir être réinjectée dans des nouveaux projets ou bien qui va pouvoir servir à ce que l'artiste vive mieux, tout simplement, et ses équipes vivent mieux. Et puis après, tu as les artistes très établis, donc, typiquement un Maes. Maes, en soi, il n'a pas besoin de sous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On a toujours besoin un peu, mais en tout cas, il est bien. Nous aujourd'hui, ce qu'on génère par rapport à ce qu'il génère, Ok. on n'est pas waouh. Ok, Par contre, on est là pour fidéliser son audience. je vois. Et en fait, un des challenges dans la musique, et si tu as des potes artistes, ils ont dû t'en parler, Totalement. c'est que en fait, l'audience est de plus en plus éphémère. Il y Totalement. a tellement de projets qui sortent, enfin, tu vois, tous les vendredis, tu as peut-être 15 albums qui sortent. Quoi. Ouais. Enfin, c'est délirant. Donc en fait, les gens, et puis alors avec TikTok, YouTube, j'en parle même pas, mais les gens sautent d'un artiste à l'autre toutes les semaines, et donc ça devient de plus en plus compliqué pour un artiste de fidéliser sa fanbase tout au long de sa carrière. Donc, Il y nous, on avait a un même outil qui permet de le une faire. théorie comme ça sur la fast-food music. En Ouais. fait, il y a tellement d'artistes, tellement de sons qui sortent. Comment en fait je fais pour recréer une expérience avec mon public en tant qu'artiste? Comment je fais en sorte que mon public puisse réellement avoir une Ouais. expérience Et puis après, tu as un sujet aussi, c'est que ça va dépendre de la direction artistique de chacun. Donc Ok. tu as des artistes qui aiment bien être en retrait, Ouais. garder une part de mystère, donc pas être trop proche. Ok. T'en as d'autres qui vont avoir aucun problème à faire des lives et à faire venir 10 fans en backstage à chaque concert. Enfin, tu vois, ça va dépendre de chacun. Totalement. Le truc qui est cool, c'est que Bolero est polyvalent. Ok. Donc nous, juste, ce qu'on te dit, c'est... Bah en fait, ton fan qui a un panier moyen de X euros,
tu vas peut-être pouvoir maximiser la part de ce panier moyen que tu vas récupérer grâce à Boléro, parce qu'on a un nouveau produit qui est cool. Donc peut-être que plutôt que d'acheter un t-shirt ou d'acheter une deuxième place de concert, bah en fait tu vas peut-être acheter une part de morceaux. Ouais, Tu vois, tu peux le voir comme ça, totalement. même si c'est de l'IP. Et le deuxième truc, c'est la fan data. Je vois. Et donc ça Et aussi, il y a un ça qu'on retour sur apporte. investissement si j'achète une partie? Une part de morceaux, Ouais. bien sûr. Ça veut dire faut que le morceau il pète, faut juste que je le garde longtemps. Qu'est-ce qui se passe pour Ça que... va dépendre. Ok. De toute façon, aujourd'hui, c'est trop jeune pour que je puisse te donner des typologies claires. Ce qui est sûr, c'est que pour rentabiliser un morceau, il faut quand même attendre un petit peu. C'est pas un... Bah oui. En fait, concrètement, tu as deux Mhm. manières de faire un retour sur investissement. Soit tu revends. Ouais. Donc vu que c'est des quantités très limitées de parts de morceaux, tu vois, j'invite tout le monde à aller voir, mais le Songshare de Brother, qui est un titre certifié platine On de voit dans les Riles, films qui qui est assez délirant, qui est le son qui lui a Ouais, permis de qui, péter. Ce son-là, on a vendu qui est un 210 de mes parts. sons quand je vais à la salle. Et en plus, ce matin, Ah, je voilà. l'écoutais. Et ben voilà. Ça redonne la Et ben motivation. ça te du coup. dirait pas de quand t'écoutes à la salle, quand tu pousses, tu te dis que Mais tu de fais un ouf, peu d'oseille aussi. c'est ça, tu le vois, truc. tu vois ce que je veux dire. Donc bon, t'as ce truc-là. Donc ouais, soit tu revends parce que bah, là, tu vois, pour Riles, il n'y avait que 210 parts, donc c'est souvent Ok. des supplies très limités. Soit sinon, tu gardes parce qu'en soi, c'est un trésor, tu vois. Et nous, ce Totalement. qu'on aime bien dire, c'est que le marché de l'IP musical va tellement se développer. Ouais. Nous, notre tagline, en gros, je te le dis, hein, se cache, notre tagline, c'est qu'on va débloquer 38,3 milliards de dollars de catalogues musicaux en valeur. Allez. Donc en gros, ça, c'est notre objectif. On se lève le Nice. matin et on se dit, en fait, il y a tout ce catalogue-là qui dort, Ouais. dont beaucoup d'artistes n'ont pas l'outil pour monétiser. Donc nous, en fait, on va créer un marché liquide Ouais. en apportant l'outil. Excellent. Et voilà, on veut juste que ça ruisselle sur tout le monde, que Et je vois. l'auditeur, il gagne, il capte de la valeur pour avoir soutenu un artiste ou pour avoir cru en son potentiel dès le début. On a envie que l'artiste gagne mieux sa vie aussi. Enfin, Mais moi, ce que je vois aussi énormément, c'est souvent, tu vois, les gens, ils se disent toujours, ouais, moi, cet artiste, je l'ai connu dans ses débuts, personne ne sûr. le connaissait et autres. Aujourd'hui, il est mainstream. Bah, maintenant, ces gens, ils vont pouvoir dire, hey, je l'ai connu depuis le début et moi, je l'ai soutenu depuis regarde, le je te début. prouve. Parce Tu que vois. regarde, moi j'ai acheté la part de morceaux Voilà. tel jour Et celui-là, c'est un et je la collector possède depuis 3 ans. et il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Non, c'est beau. Et puis, pourquoi on utilise la blockchain aussi pour ça? Ouais, Tout simplement pour faire en sorte que ton actif soit vraiment ait une valeur tangible. ok. Et il est indépendant de Boléro. C'est-à-dire que nous, on est finalement un agrégateur, on est une place de marché. Mhm. Mais ton actif, il vit sur la blockchain. Ouais. Donc tu peux le garder 10 ans, 15 ans. Forcément. Tu vois, bah là, je sais pas quand est-ce que cet épisode sortira, mais là on fait un gros coup, on est hyper content. On a un artiste qui s'appelle Agoria qui nous Ok. rejoint début juin. Et ça va être le tout premier artiste au monde, et c'est important de le souligner, qui va partager 100% d'un morceau. Donc il a créé un morceau spécialement pour sa communauté, qui Nice. s'appelle Agorians, Yes. et il va partager 100% de l'ownership Excellent. sur Bolero. Bon. Et donc tu vois, ça c'est typiquement le genre d'OP qui nous pousse à fond, parce qu'on se dit, ben ouais, en fait, il y a un monde où ouais, le catalogue musical, il est liquide, il est indépendant, il dépend pas de Bolero, et surtout, il est réparti à travers des milliers de mains, parce que il y a des milliers de fans, tu vois. Je vois. Et dernière question, on est sur quelle blockchain? Polygon. Polygon. Ok, très bien. On a bien parlé de Bolero, maintenant on va passer au moment débat. À tout de suite. Alors, on est de retour pour la partie 2. Là maintenant, je vais te poser quelques questions. Bah, je pense que tu es la bonne personne pour qu'on puisse parler de ces sujets-là. On va vraiment parler de l'industrie de la musique et comment Ouais. bah, le Web3 va impacter cette industrie. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont ces questions. Déjà, je vais venir avec une petite data. La BBC a annoncé qu'en 2021, le marché de la musique représentait 21 milliards de dollars. Et dans ces 21 milliards de dollars, il n'y avait que 12% qui allaient réellement à l'artiste. Alors, j'ai fait mes petites recherches, après je connais un peu le monde de la musique, et je sais que c'est beaucoup plus complexe. Les gens, ils pensent que bah, c'est l'artiste, il fait un son, il le sort, mais il y a des droits de production, il y a les droits d'auteur, il y a les droits d'interprète, il y a les droits liés à celui qui va faire la musique, celui qui va mixer la musique, celui qui va faire les paroles, le parolier, toutes ces choses-là. Et après, il y a aussi toute la partie liée, il me semble, à la promotion de l'artiste, toutes ces choses-là. Donc, il y a tellement de personnes. Aujourd'hui, est-ce que, très clairement, Bolero
Et est-ce que le Web3 va permettre de réduire la part des autres ou d'augmenter du moins la part de l'artiste? Ouais, et écoute, c'est un vrai sujet et c'est même la clé du sujet. Mhm. Bon, premier point, pour être précis, en fait, on dit que c'est Recording Music Market, le marché. Et en fait, c'est le marché qui représente le prix qui a été payé pour consommer la musique. Mais donc, en réalité, tu as Il est quand plus même. gros. C'est ce qu'il y a de plus gros, c'est effectivement intermédiaire. Mais en fait, tu vois, typiquement, nous, le marché sur lequel on essaye de drainer un maximum de valeur, c'est le marché de la vente de catalogues. Donc, c'est Mhm. encore un autre marché. Rien qu'en 2022, il y a eu 5 milliards de dollars de transactions faites sur des catalogues Ouais, musicaux. on en a entendu, je crois, le catalogue de Justin Bieber. Justin Bieber s'est vendu à 200 millions, Justin Timberlake 180 millions, si je dis pas de bêtises. Il y avait une partie de celui de Michael Jackson aussi? Ou Alors, c'est c'était juste le publishing, juste une petite partie. D'accord. C'était pas tout. Mais bref, c'est un marché hyper dynamique Ouais. où il y a de la transac, quoi. Donc, globalement, oui, tu as raison, dans la chaîne de valeur, il y a énormément de parties prenantes. Et il faut rémunérer toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, pour résumer de manière très simple, si on doit entre guillemets un peu sélectionner les 3 parties prenantes principales, tu as l'artiste-interprète, le producteur et les auteurs-compositeurs. Mhm. En fait, c'est ces trois parties prenantes-là qui devraient avoir une part majoritaire sur la production d'un enregistrement phonographique. Ok. Aujourd'hui, si tu n'as que 12% qui revenus dans la poche des artistes, c'est effectivement lié à un problème structurel par rapport au fait qu'il y a beaucoup de contrats qui mobilisent des avances. Donc en fait, souvent les artistes sont endettés, entre guillemets, donc ils doivent rembourser l'avance qu'ils ont reçue avant de pouvoir toucher de l'argent directement dans leur poche Ouais, ou dans les caisses de leur label. totalement. Donc ça, déjà, tu as ce premier point. Et le second point, c'est que l'assiette n'est pas assez large. Et en fait, notre mission chez Bolero, c'est ça. C'est d'agrandir l'assiette. Ok. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a pas assez de liquidité qui est injectée dans le marché. Mais en fait, tu prends, par exemple, aujourd'hui, ils sont présentés comme le grand démon, mais moi, je considère que c'est half-half, tu vois, c'est pas vraiment le démon. Ouais. Spotify, on leur tape dessus tout le temps, Ouais. mais en réalité, ils redistribuent 70% de ce qu'ils gagnent. Et ce qu'on a vu aussi par rapport au... Je sais pas si tu as vu le film sur Netflix. Sur la série, ouais. La série, La série, sur Spotify. Ouais. Et au final, ils ont surtout créé un nouveau marché et redynamisé un marché qui en fait avait plongé à cause des choses comme Napster Sans et les autres, quoi. plateformes de stream, il y a 0 € qui est Ouais. injecté dans la musique, tout le monde pirate. Ouais, Donc, c'est pour ça, remettons les choses dans le contexte. totalement. Si t'as pas les plateformes de stream, Ouais. la musique est morte, Ouais. elle est dead. Moi, je me Il rappelle reste quand le j'étais concert. jeune, ma première relation avec la musique, bon, il y avait les Walkman, tout ça, Ouais. c'était à l'ancienne. Il y a certains jeunes qui vont dire des quoi? Mais ouais, il y avait le Walkman, tu prenais avec ton crayon, tu tournais Bien sûr. et tout pour remettre. Mais après, quand on a commencé à aller sur la musique digitale, mais je n'ai jamais acheté de musique digitale. J'avais toujours mon petit téléphone. À l'époque, on se l'envoyait par Bluetooth. Ouais, je me souviens de ça. T'avais la dernière musique, tu l'envoyais à l'autre et tout le monde avait la musique. Et c'était comme ça Ouais. qu'on gérait la musique. Mais à aucun moment, j'ai payé pour de la musique depuis que je suis jeune. Les seules fois où j'ai commencé à payer de la musique, c'est quand j'ai commencé à payer un abonnement Spotify pour pouvoir écouter de la musique. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut souligner le fait que les plateformes de stream ont plutôt sauvé l'industrie. Ok. Alors, ça s'est pas fait tranquillement, hein, c'était rempli de sueur et de sang. Il y a eu des deals un peu compliqués. Par contre, ça c'est un point qui est important aussi, il faut quand même savoir que le problème vient du fait que les gens ne payent pas assez cher la musique. Et la musique, elle est sous-évaluée. Ok, En fait, on a habitué les gens à consommer de la musique en illimité pour 10 € par mois. je vois. C'est pas possible, c'est pas viable en Ok. fait. Pourquoi Parce que une session studio c'est 500 balles, qu'il faut acheter tes instruments, qu'il faut payer tous les corps de métier qui vont t'aider à produire quelque chose de cool. Mhm. Il y a le cut de ton distributeur aussi, parce que pour pouvoir mettre la musique sur les plateformes, il faut passer par un distributeur. Même si parfois tu as des prix ultra accessibles, ça reste quand même encore un cut. Donc, il faut payer la musique, et pour que la musique soit rentable, il faut qu'il y ait plus d'argent qui soit injecté dedans. Ok. Mais aujourd'hui, les gens sont habitués à payer 10 balles, donc c'est très compliqué de leur dire qu'il faut payer plus. Et même, je vais me faire l'avocat du diable de ces personnes que tu dis ils payent pas assez. Si je me dis, tout à l'heure on avait dit, la musique c'est de l'émotion. Est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment dans un monde où on doit vendre l'émotion? Il y a certaines personnes qui disent même que
la musique devrait être gratuite. Ce n'est pas mon cas parce que, effectivement, comme Ils tu as sont dit, fous, ces gens. il y a totalement de choses à faire. Désolé, hein, c'est complètement fou les gens qui disent que Mais la certaines musique est personnes, gratuite. oui, Ok, parce que c'est de donc là, l'émotion. vas-y, ouvre une boucherie. Ah non, mais ton poulet il est gratuit. Bah, attends. Je suis Non, mais totalement d'accord je avec suis toi. désolé, c'est quoi non, ça c'est pas possible. C'est le fruit d'un travail. Ouais, C'est une chanson, c'est un produit qui est issu de la collaboration des 3 parties prenantes qu'on a évoquées. Producteur, artiste-interprète, auteur-compositeur. C'est quelque chose qui doit être monétisé. tu vois. Donc, en tous les cas, avec la structure actuelle, et tu vois, c'est une stat qui est sortie dans le dernier rapport, c'était de l'IFPI, je crois, je sais plus, je me souviens plus, mais peu importe. La stat, c'était que 18%. Il n'y a que 18% des Français qui payent un abonnement. Tous les Ok, mois. d'accord. Ah, c'est très peu. C'est rien. C'est rien. Donc, Spotify et consorts sont obligés de faire du freemium, donc ils mettent de la pub pour pouvoir quand même monétiser le temps d'écoute. Mais donc, en fait, si demain tu passes de 18% à 70% de gens qui payent, déjà tu as grandi l'assiette. Totalement. Et si demain tu dis aux gens, bon bah c'est plus 10 balles, en fait c'est 15 balles ou 16 balles ou 20 balles, Ouais, moi je pense qu'il faut que ce soit à 30 balles, tu vois, minimum, Ok, pour que ce soit d'accord. rentable. Si tu augmentes le prix de l'abonnement, bah là d'un coup, en fait c'est plus ce que tu disais au début, c'est plus 12% qui vont finir dans la poche de l'artiste. C'est peut-être en fait 20% d'un marché à 40 milliards. Enfin tu vois, ouais, t'augmentes quoi. Et ok. donc, nous c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit le meilleur moyen de compenser ce problème structurel inhérent à l'industrie musicale, c'est de venir monétiser quelque chose d'autre, quelque chose qui est soit sous-évalué, soit méconnu. Donc, Ouais. c'est le cas de la propriété intellectuelle Totalement. musicale et nous ce qu'on monétise. Pour faire en sorte qu'il y ait plus de liquidités qui soient injectées. Donc même si le marché de la musique enregistrée ne génère que 21 ou 22 milliards, demain tu crées un nouveau marché à côté, qui est le marché de l'IP, et là en fait tu peux peut-être faire rentrer des milliards de dollars. Et donc, l'artiste qui se sentait lésé parce qu'il touchait que 12% de ce qui est issu de la consommation de musique, en réalité, il va toucher beaucoup plus grâce à ce nouveau marché. Ok, tu vois. Du coup, en fait, le Web3 aujourd'hui, c'est pas on vient grappiller des parts dans le marché qui existe déjà, c'est plutôt on vient carrément créer un marché à côté, Exactement. on agrandit l'assiette pour que tout le monde puisse manger et en plus de tout ça, on repartage avec plus avec les artistes. C'est ça. Et donc, le processus typique que nous on propose, c'est tu prends une part minoritaire d'un morceau ou d'un projet que tu as envie de vendre. Donc, imaginons, tu fais comme Riles, tu vends à peu près 10%. Je vais vendre 10% de ce morceau. Déjà, ça veut dire qu'il te reste 90%. Mhm. Donc, tu as quand même le contrôle sur ton œuvre, tu fais Ouais, ce que tu veux. bien sûr. Tu vends 10%. Avec ces 10%, tu vas peut-être récupérer plusieurs milliers d'euros que tu vas pouvoir réinjecter dans un futur projet. Donc là, c'est cool, tu rentres dans un cercle vertueux, tu n'es pas obligé de t'endetter, tu n'es pas obligé de prendre une avance. Et d'autre part, grâce à la blockchain, grâce au Web3, chaque part de morceau, l'artiste touche une royauté à chaque fois qu'elle change de main. Ok. Donc si moi, William, je te vends à toi, Sam, une part à 200 balles que j'ai acheté 100 balles, l'artiste il va prendre 5% sur les 200 balles. Top. Donc c'est pour ça qu'on disait créer un nouveau revenu qui n'existait pas avant et qui est récurrent et durable. C'est que durable grâce à la blockchain parce que l'actif est immuable, il sera toujours en vie sur le Totalement. protocole le temps de la durée du contrat. Et récurrent parce que selon l'activité sur le marché secondaire, si les morceaux s'échangent tous les jours ou tous les mois, bah en fait à la fin du mois l'artiste il touche finalement une bonne. Mais bonne est-ce que tu penses que par exemple, ton projet aurait été possible sans la blockchain? Non, impossible. Ok. Donc vraiment Impossible. le facteur c'est la blockchain. C'est la blockchain parce que on est en train de rendre liquide un actif qui ne l'était pas avant. Ok. C'était l'IP musical est un actif illiquide par définition, et à part si tu rentres dans une transaction globale, mais en général c'est des rachats de catalogues en entier qui sur plusieurs centaines voire plusieurs millions de dollars, à part et du coup tu dois aussi céder le contrôle, tu n'as plus le contrôle sur ton œuvre après. Je vois. Et donc il n'y avait que cette possibilité. Je vois. Là, demain, c'est un marché liquide. Chaque artiste, chaque producteur peut vendre ce qu'il veut à discrétion. Mais moi, c'est ça que je kiffe aussi avec le Web3, c'est cette partie. Déjà, moi, je kiffe le côté pirate. L'un des premiers pirates à avoir été sur la blockchain, hein, Booba. Mais je kiffe le côté pirate, le fait de hacker un peu le système, de créer un peu quelque chose, de nouveau. Et ce que j'aime avec la blockchain, c'est qu'elle ouvre de nouvelles possibilités, qu'elle montre en fait une nouvelle manière de voir les choses, de faire les choses, mais surtout, ça réduit la barrière à l'entrée. C'est-à-dire que là, dans ton cas, on a déjà une nouvelle utilisation, on agrandit une assiette, on agrandit un secteur, on essaie de créer de nouvelles choses, mais surtout, on peut le faire à petite échelle
et on peut le scaler. C'est-à-dire c'est quelque chose autant Exactement. qui peut se faire à une toute petite échelle, à quelque chose ultra humain et qui peut commencer, qui peut rester Ouais. ultra humain. Moi, je suis un puriste, je crois au fait que si l'artiste, il veut faire son truc et rester dans son délire, mais que grâce à toi, il peut quand même avoir des revenus et vivre convenablement sans avoir à changer la nature. Et ça, on en avait déjà parlé C'est lorsqu'on ça, s'était il vu. faut qu'il reste concentré sur la musique. Voilà. Et donc, moi, je me bats tout le temps pour dire ça. Et c'est malheureusement un des résidus de la bulle autour des NFT 2021. C'était complètement what the fuck. Ouais, Les gens ont cru qu'un NFT, c'était le produit. Le NFT n'est pas le produit. Le NFT, c'est l'outil. ok, totalement. Ce qui fait le produit, c'est ce que tu mets dans le NFT. Ok, Et souvent, on me dit que c'est quoi un NFT, comment tu définis ça? ouais, Alors, à tous ceux qui écoutent ou entendent ça, Allez. le meilleur moyen de définir un NFT, moi je fais tout le temps ça, c'est je dis un NFT c'est une boîte, ouais, ok? Et dans cette boîte tu mets ce que tu veux, mais ce qui fait la valeur de la boîte c'est ce que tu as mis dedans. totalement. Et juste cette boîte, une fois que tu l'as créée et que tu l'as refermée, Mhm. plus personne pourra la supprimer. Personne pourra la détruire. C'est clair, net. Voilà. Tu devrais donner cours avec moi. Bah, avec plaisir. Quand tu veux. Dis-moi. Quand j'ai des trucs, je te ferai avec moi. On va aller donner des cours de temps en temps. Parce Et que donc, ton explication est claire, C'est limpide. ça, c'est une boîte quoi. J'aime Et bien. Donc, et donc voilà, donc oui, non, c'est un cas d'usage qu'on n'aurait pas pu faire sans le Web3. Web3, c'est enfin, on injecte de la liquidité, c'est aussi, ça peut séduire aussi pas mal de monde. Puis alors, demain, si tu vois, tu disais, les gens n'ont pas forcément, n'accordent pas suffisamment de valeur à la musique qu'ils écoutent. Ouais, Ou il y en a qui aimeraient que ce soit gratuit. ouais, Si demain ils se rendent compte qu'en fait acheter 1% de tel morceau, attends, ça vaut 500 balles 1% de ce morceau, peut-être qu'ils vont comprendre. ouais. T'as aussi ça. C'est vulgariser l'économie du disque qui est quand même très mal compris du grand public. Totalement. Moi, je sais que quand j'ai fait mes recherches, shout out to Moussa Wagé, qui m'a tout expliqué, mais vraiment étape par étape, vraiment toutes les parties. Et tu te dis, mais en fait, il y a un monde. Et en fait, il y a des deals, les deals en distrib. Il y a aussi une forme de deal qui est totalement différente. Et là, ce que tu me parles, mais c'était un truc qui m'avait même pas forcément expliqué, que j'avais conscience, mais qui fait encore partie d'une autre partie du plan de comment l'industrie de la musique peut gagner de l'argent. C'est ça, exactement. Et après, pour recontextualiser, nous on s'attaque finalement à un périmètre. Ouais. Mais tu as beaucoup de sujets. Comment est-ce que le Web3 peut réinventer le streaming? Comment est-ce qu'on peut peut-être faire du paper stream grâce à la blockchain? Ok. Comment est-ce que tu peux mieux protéger des œuvres? Il y a la SACEM qui a fait un super outil là-dessus qui s'appelle Music Start. Ouais. Donc maintenant, les auteurs-compositeurs peuvent soumettre leur œuvre et ça va être enregistré directement sur la blockchain. Totalement. Parce qu'avant, en fait, les gars, ils faisaient un truc qui était complètement absurde. En fait, Ouais. ils envoyaient des mails. Ouais, mais c'est ça. Mais là, c'est ouf parce que pour ceux qui connaissent Mais pas, sauf donc que ton mail, ton mail, il dépend des serveurs de ton fournisseur de mail. et c'est centralisé. Bah ouais, Un seul et même endroit, il y a un bug, c'est mort. c'est ça. Ouais. Non, mais ce qui est ouf, et je suis totalement d'accord avec toi, pour ceux qui connaissent pas la SACEM, donc c'est vraiment l'organisme c'est un peu le gendarme qui va s'assurer que lorsque quelqu'un utilise un son, un morceau, qui paye pour l'utilisation de ce morceau-là. Et c'est l'une des ressources principales donc, des artistes. Ouais. Donc sur cette partie-là, le Web3 facilite et simplifie en fait l'utilisation. Et je pense même va aussi augmenter, grosso modo, le Web3 va surtout juste augmenter l'assiette. Elle va pas léser certains sur le chemin, elle va augmenter l'assiette si j'ai bien compris. C'est ça. En Ok, tout cas, parfait. c'est notre bête. Mais maintenant, j'ai une question. Allez, hit me. Sur ce marché, Mhm. par rapport à vous, on le sait, il y a toujours un ennemi. C'est qui votre ennemi? C'est qui le Goliath de votre marché? J'aurais dû vraiment réfléchir à Hein? ça. C'est qui le Goliath de votre marché contre qui vous battez? En fait, c'est compliqué à dire parce qu'il n'y a pas de. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est tellement complémentaire. Tu vois, en fait, on va pas en fait, on va détruire le job de personne. À la limite, ce qu'on va détruire, c'est des méthodes qui Ok. sont pas viables. Je vois. Donc nous, notre ambition, tu vois, typiquement, et c'est un peu notre Goliath, c'est tout ce mécanisme des avances qui est devenu la norme, Ouais. alors que c'est une catastrophe. Ouais. Ça, on veut le détruire. Ok. On veut que Bolero remplace le mécanisme des avances. Nice. Voilà. On veut faire en sorte aussi que on veut détruire ce phénomène d'artiste entre guillemets qui arrive un peu à la fin de sa carrière
à sa retraite et qui sait pas comment pricer son catalogue et qui est obligé d'accepter le pricing du peu d'acheteurs qu'il y a sur le marché. Parce qu'en fait, tu n'as que très peu d'acheteurs. C'est des fonds et tu as les majors. Ouais. Et c'est eux qui décident des prix. Ok. Donc même si tu as quand même des méthodes économiques pour valoriser des catalogues, nous, tu vois, typiquement, on a développé notre propre méthode, qui est inspirée des DCF. Donc c'est de la même manière que tu valorises une entreprise, on fait pareil avec un morceau, on regarde les revenus passés. Et si c'est un nouveau morceau, on regarde les anciens projets, on les projette dans le futur. En appliquant des taux, là, la différence, qu'on va appliquer des taux qui sont liés à la musique. Donc, tu as la dégradation de la popularité, tu as qui exploite le catalogue, ce genre de choses. Vois, ok. Bref. En gros, nous, on veut s'attaquer à des pratiques qu'on pense qui sont pas viables et qui font beaucoup de mal à la musique. Mais tu sais que ça, c'est nouveau parce que beaucoup de... Que ce soit aujourd'hui, on entend intelligence artificielle, blockchain, c'est l'intelligence artificielle va réduire tous nos métiers. Pendant la blockchain, c'était la blockchain va réduire tous les middlemen. Il n'y aura plus de middlemen et du coup, ça va aussi tuer des métiers. Mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'au final, dans certains marchés, la blockchain, elle va tuer aucun métier. Bien au contraire, elle va potentiellement créer de nouveaux et surtout agrandir des marchés. C'est ça. Mais c'est pareil pour l'IA. Enfin, en fait, je suis désolé, mais tous les gens qui disent la blockchain va tout détruire ou l'IA va tout détruire, c'est des gens qui veulent des likes sur LinkedIn, tu vois. Mais sauf que la réalité, c'est pas ça. C'est que, oui, ok, il y a des jobs qui vont devenir un peu obsolètes, mais parce que... Parce qu'ils apportaient pas beaucoup de valeur ajoutée. Et puis c'est le cycle, c'est chaud péter, tu vois. C'est l'innovation, donc c'est normal. Totalement. Il faut que l'économie se réinvente petit à petit. Mais en réalité, la blockchain est plutôt là pour changer des pratiques qui sont pas vertueuses. Ou apporter de la liquidité dans des milieux qui en manquaient. Il faut le voir comme ça. Et c'est aussi un gage de confiance que dont les gens ne pouvaient pas bénéficier avant. Ok. Tout à l'heure, on avait parlé un peu des comportements liés au streaming. Donc, que le streaming a changé pas mal l'industrie. Ouais. Comment, toi, tu vois, au-delà de Bolero, mais vraiment, là, on repart sur vraiment la blockchain, sur le Web3 dans sa globalité. Comment est-ce que tu vois le Web3 changer l'industrie par rapport à la manière... Est-ce que tu penses que ça sera un aussi gros changement que ce qu'a pu apporter le streaming ou... 200%. 100%, vas-y, dis-moi un peu, fais-nous 200%, rêver. mais pas dans nos daily lives. Ok, dis-moi plus. Le streaming était extrêmement bouleversant parce que ça a changé notre manière de consommer la musique. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de consommer de la musique, prendre ton smartphone, appuyer sur play et l'envoyer dans ton casque Bluetooth ou tes écouteurs Bluetooth, c'est quelque chose qui va rester. La blockchain ne va pas changer ça. On va toujours consommer de cette manière-là. Par contre, en background, en coulisses, tout va changer. Donc la manière dont une œuvre est répertoriée, la manière dont elle est protégée, la manière dont le produit, donc le résultat financier qui est issu de ce morceau va circuler jusqu'aux parties prenantes, ça va tout bouleverser. Donc du coup, l'IP, tu vois, nous on s'attaque à ça, l'IP qui est sous-jacent, tout va être bouleversé. Mais derrière, tu vas quand même prendre ton smartphone, appuyer sur play et t'écoutes. Ça va pas changer, tu vois. Donc, après, est-ce qu'on a toujours des smartphones? Ça, c'est une autre question. On verra. Ça se trouve, ça sera avec ta puce Neuralink et puis voilà. Mais franchement, advienne que pourra. C'est ça. Mais voilà, dans tous les cas, ça va pas changer notre manière de consommer. Par contre, ça va vraiment changer la vie de beaucoup d'artistes. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup, parce que je pense que c'est la clé pour aussi avoir une industrie plus vertueuse, j'aimerais vraiment qu'on passe au pay per stream. Et la blockchain est intéressante là-dedans. C'est, tu payes un abonnement, toujours, parce qu'il faut payer la musique, comme on se le disait tout à l'heure. Sauf que les 10 balles que tu payes, ils vont être divisés par ton nombre d'écoutes. Donc tu vas avoir un prix unitaire d'écoute. Donc à chaque play, voilà, tu as ton prix unitaire. Et ce prix unitaire va aller directement à l'artiste et au producteur. Du coup, je prends un exemple. Disons, je paye 10 balles sur une plateforme Paperstream. On va prendre deux extrêmes. Un gars, il écoute 2000 sons. On va prendre même trois personnes. Un gars, il écoute 2000 sons. Un autre aussi qui écoute 2000 sons. L'un, il écoute 2000 sons. Ils sont totalement divers et variés. Il n'écoute jamais le même son. Il y en a un, il écoute 2000 sons. Et ces 2000 sons, en fait, il y en a 1000. C'est toujours le même son. C'est son son. Le gars, il est à fond. On prend ces deux extrêmes-là. Et un qui écoute presque pas de son. Il en écoute peut-être 10 dans le mois. Du coup, les 10 €, ça veut dire chacun des sons que la personne... pour l'instant, on ne parle pas encore des cuts qui sont peut-être de la plateforme. Mais chacun des 10 €, pour le numéro 1 qui écoute 2000 sons totalement variés, ça veut dire les 10 € vont être divisés par 2000.
et chacun va aller à chacune des parties. Exactement. Le deuxième, les 10 euros plutôt vont être divisés aussi par 2000, mais il va y avoir une moitié qui va aller à un artiste parce que c'est l'artiste favori de cette personne. En temps d'écoute passé, il a passé la moitié de son temps ce mois-ci à écouter tel artiste, donc c'est tel artiste qui doit capter la valeur. Et s'il y en a un qui écoute ne serait-ce que 10 sons, bah en fait, chaque écoute leur a coûté entre guillemets 1 euro et il ira quand même à la personne qui aura créé de la valeur. Exactement. Et donc pour que tout le monde comprenne de manière très simple, aujourd'hui l'argent, donc je disais, on prend le cas de Spotify redistribue 70% de l'argent qu'il collecte aux producteurs et aux artistes. En réalité, sur les abonnements qu'on paye, la majorité de nos sous vont chez Taylor Swift, chez Drake, chez Ed Sheeran. Ils vont pas chez l'artiste indé que t'écoutes le week-end avec tes potes ou le gars qui fait de la, je sais pas moi, enfin un genre musical nouveau que t'as digué le mois dernier. Totalement. Alors, et donc voilà, donc le paper stream, il serait possible grâce à la blockchain, parce que direct, il faudrait simplement que les protocoles gagnent en vélocité. Mais voilà, ça serait une innovation incroyable. Et du coup, ma question, elle vient sur, est-ce que le Web3 va améliorer la qualité de la musique? Parce que si tu améliores le confort de l'artiste, si tu améliores tout ça, au final, naturellement, tu vas améliorer la qualité de la musique, ou est-ce qu'on va encore... Comment tu vois le tout? En vrai, c'est une super question. Mais la qualité de la musique, pour moi, c'est quelque chose de subjectif. Toi, tu vas trouver un truc quali que moi, je vais peut-être pas trouver. Les goûts et les couleurs. Voilà. Et en revanche, je pense que ça peut permettre à beaucoup plus d'artistes d'avoir une DA ambitieuse. Parce que tu vas moins avoir ce sujet de faire l'arbitrage entre est-ce que je dois être rentable sur mon projet ? Ou est-ce que, vas-y, je m'en fous, ça va pas faire d'argent, mais la DA, elle va être incroyable et je vais être trop fier de ce projet. Totalement. Aujourd'hui, tu as trop d'artistes qui sont tiraillés entre les deux. Et l'effet, par exemple, dont je parle souvent, mais qui est méconnu des gens, je sais pas si les gens ont remarqué, mais les sons sont de plus en plus courts. Parce qu'en fait, on comptabilise un stream à partir de 30 secondes. Donc, mieux vaut sortir des sons de 2 minutes ou 1 minute 50 pour que en fait, les gens les écoutent en boucle. Ok, ça je savais pas. Et que ça génère plus de streams. D'accord. Plutôt que de sortir des pistes qui font 4 minutes 50 ou 6 minutes, à la Pink Floyd, tu vois, genre des sons de 15 minutes. Mais moi même pour l'exemple, la semaine dernière, je passais du temps avec ma grand-mère et elle a une maladie qui fait qu'elle perd la mémoire. Et je lui ai remis donc, tu vois, les sons à l'ancienne. Mais les sons à l'ancienne, c'est des sons de rumba, c'est des trucs 15-20 minutes de son. Bien sûr. Et au final... 15-20 minutes de son, t'as eu le temps d'écouter un album de Jul. Mais c'est ça. Donc en fait, Jul, lui, il a généré 24 streams. Toi, t'en es toujours sur ton premier. Je vois. Tu vois ? Donc, du coup, pourquoi est-ce que tu peux améliorer, c'est pas la qualité de la musique, mais tu peux améliorer l'ambition en termes de direction artistique et la liberté créative dont les artistes vont pouvoir bénéficier ? Parce que s'ils savent que, in fine, on les a écoutés peut-être moins de fois parce que le son est plus long, mais qui sont mieux payés, donc c'est-à-dire que le prix à l'écoute est plus élevé, ils vont se libérer, quoi. Et ils vont pas rentrer dans les schémas. C'est vrai qu'on voit moins de sons de 5 minutes, de 6 minutes. Là, maintenant, c'est des sons de 2-3 minutes, c'est vrai. Je te dis, c'est simple. Si Pink Floyd avait été créé à l'ère du streaming, ils n'auraient pas été connus. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like, et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos Snack Podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao.